attend Alexis? Non, ils sont pas. Pardon, excusez-moi, je ne l'écoutais pas. Oui, si vous voulez la débat, c'est ouais. Okay. Et là, c'est bon. Ah oui. Donc, on pensait que je fais une petite présentation. Ouais, vas-y. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui en audition sur la question du RIC constitutionnel, qui est une question qui avait été portée par nos deux invités et orateurs, Clara Egger, qui se présentera davantage bien évidemment, mais qui a été candidate aux élections présidentielles sur la liste Espoir RIC, et Raoul Maniberton, qui est juriste, constitutionnaliste et impliqué dans cette démarche du RIC constitutionnel. Alors, nous sommes dans un temps politique où les questions de la Constitution, du droit des citoyens, du pouvoir du peuple se posent de façon très prégnante. Hier encore, nous avions une conférence de presse animée par Raquel Garrido sur la 6e République, qui est une aspiration partagée par 3/4 de la population de notre pays, et qui constitue un dispositif qui répond à une aspiration profonde de la société française. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un de ces aspects qui est le droit référendaire du peuple français, qui aujourd'hui est réduit à une expression très simple, c'est pratiquement aucun droit là-dessus, puisque la main reste auprès du président de la République. Et quand il s'agit de référendum d'origine parlementaire, ensuite il y a toutes les complications que l'on connaît par rapport au passage sur les deux chambres, etc. Donc aujourd'hui, nous allons auditionner Clara Egger et Raoul Maniberton sur l'aspect législatif d'une proposition de loi constitutionnelle qui permettrait aux citoyens de pouvoir avoir la main sur un référendum qui soit à leur initiative. Donc je vais vous laisser vous présenter et puis faire un petit tour de table également pour qu'on se connaisse un petit peu. Je t'en prie. Ah non, mais j'ai pas besoin de ça en fait. Ça va, vous m'entendez bien comme ça? Et ben bonjour à... Justement, peut-être que... C'est mieux d'avec le micro, hein. Et ça c'est... Attendez, j'allume ça. Voilà. Super. Ça va? Et ben bonjour à tous et à toutes. Merci de cette invitation. C'est un grand plaisir d'être là pour parler de ce sujet qui est trop peu souvent abordé. On aura le temps, on aura peut-être l'occasion d'en discuter, surtout si on compare à la pratique de nos voisins européens et au débat, à la vivacité du débat démocratique. Voilà, je suis Clara Egger, j'ai été présentée au titre de mes engagements politiques. Dans la vie professionnelle, je suis professeure de gouvernance globale à l'université de Rotterdam, d'où mon retard, j'arrive des Pays-Bas. Et mon expertise, moi, elle porte surtout sur la question du référendum obligatoire, c'est-à-dire le fait de faire valider toute modification constitutionnelle par référendum, et sur l'impact du référendum d'initiative citoyenne sur la politique internationale. C'est vraiment des sujets sur lesquels je travaille en particulier, vers tout ce qui est question relative aux traités européens et aux modalités de coopération internationale. C'est ce sur quoi je travaille en particulier. Voilà, donc j'interviendrai à ce titre-là. Donc bonjour, on travaille souvent ensemble. Donc moi je suis pas juriste, je suis politiste, je fais politique comparée, donc politique des institutions proches du juriste, on va dire, vu que je compare les institutions dans le monde entier. Donc je connais très bien ces pratiques référendum obligatoire, initiative citoyenne, qui ensemble font ce qui s'appelle le RIC en France, mais que les noms varient selon les endroits. Et donc je connais bien aussi les effets que cette institution porte sur les différentes sociétés qui le pratiquent, et les modalités, bien évidemment. Donc en fait, j'ai été, j'étais un universitaire de salon jusqu'à ce que j'ai vu que cette revendication a été portée par les Gilets jaunes, et ce qui pour moi était stupéfiant, quelque chose d'aussi abstrait
puissent être aussi suffragés. Encore aujourd'hui, régulièrement, les sondages les donnent à 75%. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier d'Opinionway qui montre que c'est la voie pour changer la Constitution qui est la plus populaire en France, parmi toutes les autres possibles. Donc, je pense que à ce titre, quand les citoyens demandent des droits, il faut leur donner, en fait, très simplement. C'est ça le principe de base d'une démocratie. Pas forcément d'avoir tous les droits tout de suite, mais d'être réactif aux demandes de droits des citoyens. Donc, j'ai été impliqué, du coup, très fortement dans ces différentes instances qui se sont créées après les Gilets jaunes, et j'ai porté la candidature de Clara aussi, et on a été présent un petit peu aux élections législatives avec Albin à Chambéry. Et voilà, on continue, on a déposé la pétition, le projet de loi que on portait, il est en quelque manière changé, mais de façon tout à fait correcte par celui-là que vous présentez, donc on le soutient complètement. Voilà. Très bien. On va le parcourir, on va l'évaluer en quelque sorte, parce que bien évidemment, sur un dispositif qui semble simple, la modification des 4 articles, des 4 sections de l'article 89, on se rend compte que malgré tout, il y a des questions qui vont subsister sur le mode d'application, sur on va dire la procédure, la façon dont cet article ensuite peut s'articuler dans la vie politique de notre pays. Et c'est ce que je vous propose de faire. Vous en avez eu copie. Effectivement, on l'a fait un petit peu évoluer parce qu'on a fait un travail un peu de co-construction ces dernières semaines là-dessus, en le changeant très peu finalement par rapport à la première version que vous aviez commise. Et en discutant ces dernières semaines, on se rend compte que si le dispositif semble simple, il va poser un certain nombre de questions. Puisque, et pour commencer à rentrer dans le vif du sujet, il s'agit d'ouvrir aux citoyens la possibilité de déclencher un référendum. Mais si nous envisageons de permettre ce déclenchement d'un référendum à l'initiative des citoyens, il n'en manque pas moins que les dispositions habituelles quand ces référendums sont d'origine présidentielle ou parlementaire entraînent des difficultés qui fait que s'il n'y a que l'initiative qui est laissée aux citoyens, ça ne suffira pas pour permettre à des textes de s'appliquer, puisque bien évidemment on imagine qu'il y aurait un verrou, une contention en quelque sorte politique du Parlement, du gouvernement, du président de la République, ou des deux chambres, lorsque dans le dispositif il y a un référendum est soumis ensuite à la validation par les deux chambres, au 3/5, comme c'est la règle lorsque c'est l'initiative présidentielle, lorsque le président le décide d'ailleurs. Voilà, je vous laisse commenter. Peut-être. On veut procéder. Je sais pas. Peut-être tu veux parler parce que il y a deux aspects. Il y a l'initiative citoyenne et il y a le référendum obligatoire. Le référendum obligatoire qui précisément s'exprime par l'abrogation de l'alinéa 3 qui permet au Parlement, en réunion congrès que tu viens de citer. Donc les deux sont présents. L'initiative citoyenne, c'est le plus complexe à mettre en place parce que le diable se cache dans les détails, alors que le référendum obligatoire, il est là. Je pense que c'est important quand même de peut-être au-delà du texte, mais sans être long, citer des pays qui ont le référendum obligatoire sur les changements constitutionnels. Vous connaissez peut-être, rien qu'en Europe, on a l'Irlande et le Danemark. Et que c'est quelque chose qui permet de vraiment permettre à tous les changements constitutionnels d'avoir une dimension consensuelle.
Et ça permet aussi au pays de pouvoir arbitrer de manière un petit peu, disons, nuancée par rapport notamment les institutions internationales. Ça, c'est quoi, si tu veux, tu peux développer un peu ce point. Donc là-dessus, il y a l'abrogation. Donc je vais juste parler de l'initiative citoyenne, puis je laisse Clara l'aspect sur les référendums obligatoires. Donc le projet que vous avez présenté, par rapport à celui qu'on défendait, il est beaucoup moins détaillé, mais c'est normal. Nous, on est extra-parlementaire, et donc on voulait faire un texte qui contraigne le plus possible et qui puisse être quasiment opposable, en fait. Donc, avec des détails qui permettent aux citoyens déjà alors que ce texte-là, il a besoin nécessairement d'une loi organique pour rentrer mais, puisque ça se fait au Parlement, ça me semble quelque chose de raisonnable, mais je pense que il faudrait quand même réfléchir déjà à la loi organique qui pourrait être présentée, peut-être pas en même temps, mais c'est quand même un argument souvent porté de dire, et derrière, il y a, qu'est-ce que vous avez en tête concrètement au niveau de la loi organique? Je sais pas, ça c'est une question stratégique qui dépend de... Donc il y a le seuil de 700 000 citoyens qui est repris et qui est un bon seuil. Hein. Moi, on l'avait calculé par rapport au pourcentage. Le seuil ne peut pas être trop petit, bien sûr, parce que sinon on a trop de référendums, et si on a trop de référendums, il n'y a pas de débat. Mais s'il est trop gros, comme celui-là qu'on a actuellement, en plus sur une plateforme de pétition qui est, en fait, quand on a le choix entre pétition en ligne, pétition manuscrite, ce qui marche, c'est manuscrite. Et quand je dis marche, ça veut dire non seulement marche pour recueillir des signatures, mais marche pour faire discuter les gens, en fait. Parce que un des effets importants de l'initiative, c'est que les citoyens ayant l'initiative ont besoin d'autres citoyens pour... quand je dis les citoyens, ça inclut les élus, hein. Que soyons clairs. Au contraire, la plupart du temps, ça part des élus, une initiative, parce que vous avez le réseau pour pouvoir... Mais des élus en tant que citoyens, si vous voulez. Et donc, les manuscrits, ça fait discuter dans les marchés, ça augmente la taille des associations, puisque les gens vont dans des associations qui leur ressemblent précisément parce qu'ils ont la possibilité de lancer une initiative. Donc en fait, ça crée une société civile beaucoup plus dense et une attitude beaucoup moins contestataire, mais plutôt propositive. Voilà. Au-delà de certaines vertus qui sont aussi en termes de compétences que l'ensemble de la citoyenneté acquiert. Donc le seuil de 700 et alors le fait que ce soit manuscrit, nous on l'avait explicitement dit. On peut aussi voir par la suite, mais il faut garder en tête que je sais que par exemple en Suisse, beaucoup de fois ils ont proposé des plateformes et autant ils sont OK pour voter sur Internet, mais pétition sur Internet surtout pas. Parce que ça crée chaque citoyen devant son écran et ça crée pas le lien que précisément le manuscrit fait. Alors, il y a une question qui est aussi importante, c'est la question de comment se déclenche le référendum. Et là-dessus, dans votre loi, vous avez un tout petit peu changé et qui est quelque chose qui mérite discussion. C'est quelque chose, c'est pas rien d'opposition, hein, mais vous dites le référendum doit ensuite se tenir dans un délai maximal de 18 mois à compter de l'obtention du seuil requis de signature de soutien. Alors, il y a deux éléments là-dedans. Le premier, c'est que qui déclenche le référendum? En France, c'est le président. Pour tout ce qu'on a déjà. C'est le président qui déclenche. Dans cette formulation, on ne sait pas qui déclenche, ce qui rend l'application plus compliquée. On dit à personne, c'est toi qui dois déclencher dans les 18 mois. Donc, moi, pour des raisons aussi de cohérence avec le reste de la Constitution
et aussi de plus fluidité dans l'interprétation, je garderai ce rôle du président, même en lui laissant, pourquoi pas, une certaine marge de manœuvre pour décider quand il se tiendra le référendum. Vous avez mis 18 mois. Alors, il faut compter que 18 mois, c'est OK, mais un référendum qui arrive très tard, bon, peut potentiellement épuiser un peu le débat mais qui arrive trop tôt, c'est pas génial non plus. Si le président soumet dans les 15 jours le référendum en question, et là c'est pas interdit dans votre formulation, il n'y a pas le temps d'avoir le débat nécessaire pour pouvoir. Donc là-dessus, je pense qu'on pourrait être un petit peu plus précis. Nous, on avait proposé quelque chose qui non seulement donne un délai qui était moins de 18 mois, c'était 1 an, mais 18 mois c'est très bien, mais qui également met un délai minimum, et un délai minimum entre référendums. On avait dit aucun référendum peut être tenu 90 jours après la tenue d'un autre référendum, 3 mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Que très concrètement, quand on fait un petit calcul mathématique, ça fait que sur 18 mois, il y a 6 séances, tous les 3 mois. Et que s'il y a plus de référendums, ils sont groupés. C'est ça qui arrive. Ce qui permet à chaque fois d'avoir des périodes de 3 mois pour pouvoir discuter. Parce que si moi, je mets un référendum une semaine après un autre, on discutera que de l'autre. Et puis celui-là, on arrive complètement pas prêt. Enfin, on connaît ça avec les législatives en France, non? Donc c'est pas idéal. Voilà. Donc ça, peut-être, je reformulerai. Et voilà, je laisse Clara peut-être parler un peu plus sur le... Oui, j'avais des points à peu près similaires. Le référendum obligatoire, il faut savoir que c'est pas un outil qui est rare dans le monde, puisque 71 pays pratiquent le référendum obligatoire. On pense à nos voisins européens, le Danemark, l'Irlande, mais un grand nombre d'autres pays le font aussi, basé sur un principe philosophique de base, c'est que comme les lois constitutionnelles concernent l'ensemble de la nation, il faut qu'elles fassent l'objet d'un débat concerté, et il faut que l'ensemble des citoyens puissent se prononcer sur un changement constitutionnel. Le modèle irlandais, je pense, pourrait plaire particulièrement à un groupe comme le vôtre, puisqu'on en a beaucoup entendu parler, puisqu'il est couplé à des conventions citoyennes. C'est-à-dire, avant le référendum, on va avoir des dispositifs de conventions citoyennes qui permettent aussi de faire valoir l'avis de citoyens peut-être pas concernés par ces sujets au départ, mais qui rédigent un petit argumentaire, entendent des experts, et qui permet aussi d'éclairer le débat public. C'est des outils qui marchent très bien en combinaison. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières sur le référendum obligatoire. Oui, juste une petite question pour éclairer ceux qui nous écoutent, mais pourquoi l'appelle-t-on obligatoire? Parce que, en fait, il y a 2 types de référendum. Le mot référendum, en plus particulièrement en France, est un peu victime de Gaulle. Parce qu'on voit un président qui convoque un référendum. Le référendum obligatoire, en fait, les élus n'ont pas le choix que de le convoquer ou non. C'est une série de décisions sur lesquelles aucune modification ne peut être faite s'il n'a pas été validé par référendum. Alors on a des pays qui ajoutent à ça, par exemple, certaines grosses dépenses budgétaires. Par exemple, l'idée, alors c'est le cas en Suisse, c'est le cas dans certains États aux États-Unis. Par exemple, on pourrait envisager un projet comme les JO de Paris, qui quand même engage des dépenses conséquentes, qui ait en fait un référendum sur la question de savoir est-ce que cette dépense est prioritaire. C'est souvent sur les grosses dépenses d'investissement. Donc, il va y avoir la nécessité d'avoir l'assentiment des citoyens pour ce faire. Le corollaire du référendum... Je ne sais pas si c'est clair, mais... Oui, c'est clair, c'est bon. En fait, c'est automatique. À partir du moment où... Alors, c'est automatique... Il pourrait s'appeler automatique dès lors qu'on touche certains sujets. Alors, c'est automatique et là, c'est les sujets constitutionnels. En fait, c'est une règle de conflit de compétences. C'est-à-dire qu'en fait, on estime que par rapport à une série de périmètres, d'objets, le Parlement est incompétent.
au bénéfice d'une compétence plus large. nationale, Oui, voilà, qui est le peuple souverain. Exactement. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, il faut le concevoir, cet contrôle de la Constitution par voie directe des citoyens, comme une troisième couche de contrôle des pouvoirs. C'est-à-dire que sur certaines thématiques, le gouvernement peut établir des règles par des décrets, mais le Parlement, qui est plus légitime mais aussi plus lent, il est au-dessus. Et il faut envisager une troisième couche qui est encore plus légitime, qui inclut beaucoup de monde, mais qui est encore plus lente, puisque prendre des signatures 1 an et demi, référendum 1 an et demi, donc très lente, mais donc c'est pour cette raison que plus les décisions sont importantes et doivent engager l'ensemble du pays, plus il faut prendre du temps, et il faut inclure le maximum de gens. En fait, c'est ça le principe. Donc le Parlement reste là, naturellement, pour tout ce qui est loi ordinaire. Mais il y a cette distinction-là, qui est d'ailleurs quelque chose qui est même plus efficace, parce que quand vous prenez en compte le principe même parlementaire qui est l'alternance, l'alternance est le principe du pluripartisme qui est censé être efficace parce que les citoyens peuvent voter pour quelqu'un d'autre s'ils sont insatisfaits. L'alternance est bien pensée pour des questions de gestionnaire. Si quelqu'un gère mal, on prend quelqu'un d'autre. Par contre, sur les grandes options du pays, c'est curieux parce que quand on prend l'alternance, on l'a vu aux États-Unis avec Trump puis Biden, les grandes orientations du pays changent. Ce qui est étonnant parce que c'est des orientations qui doivent nous porter sur 30-40 ans. Donc aujourd'hui, on en a des tas comme ça à partir des retraites, mais comme aussi l'environnement, la transition environnementale. C'est des décisions qui doivent être prises sur le long terme. Or, quand les gens votent, le changement est minime. Alors que, évidemment, c'est pas que les élus sont changeants, c'est juste que les coalitions au pouvoir sont changeantes. Donc ça porte à des changements d'orientation trop rapides, en fait, donc c'est pour cette raison que cette inclusion beaucoup plus large sur les questions constitutionnelles permet, en fait, d'avoir des grands principes, et ensuite le Parlement peut travailler dans le cadre de ces principes qui sont donnés. Est-ce que dans les pays, est-ce que dans les pays où il y a un référendum obligatoire en matière constitutionnelle, est-ce que ces constitutions-là, au départ, elles ont été élaborées selon quelle modalité? Rarement, en fait, si vous prenez, donc souvent c'est le fait d'experts qui soumettent à référendum une constitution. C'est pas nécessairement des délais. Alors non, je me suis mal expliquée, pardonnez-moi. La constitution irlandaise, qui prévoit cette modalité. Celle-ci, la constitution irlandaise, elle a été adoptée comment? Par référendum. La première fois, mais c'est le cas de la plupart des... Mais en fait, j'essaie de répondre à votre question parce que parmi les plus vieilles pratiques des référendums obligatoires sont aux États-Unis, où presque tous les États ont le référendum obligatoire et la moitié ont l'initiative citoyenne. Pourquoi ils se sont retrouvés, d'ailleurs, paradoxalement, ils l'ont pas au niveau fédéral. Les États-Unis sont un exemple de très bonne démocratie au niveau des États et très mauvaise démocratie au niveau fédéral. Donc, et au niveau des États, comment ça a eu ce succès, c'est que les États voulaient se protéger du fédéral. Comme l'Irlande voulait se protéger de l'Angleterre, en fait, du Royaume-Uni. Et donc, à chaque fois, c'est des pays qui se retrouvent à dire, on va élargir le contrôle à l'ensemble de la population pour éviter que notre constitution va tourner. L'Uruguay, par exemple, il avait instauré dans un moment particulièrement délicat entre le Brésil et l'Argentine dans les années 40. Donc, ça, c'est des exemples et des raisons. Aujourd'hui, ça se repose parce que ça se repose au niveau européen. Mais ma question, en fait, c'était très concrètement, par exemple, l'actuelle constitution irlandaise, elle n'a pas été adoptée in the first place par référendum obligatoire. Il y a eu par un référendum ad hoc.
Ce qui est le cas dans beaucoup de pays, hein, quand on change la constitution. Et donc, mais pas article. Non, il n'y avait pas eu texte un référendum par article. Non, un texte en gros. Est-ce que vous validez la nouvelle constitution? Et la rédaction de ce texte-là? C'est des experts, c'était des experts et des hommes politiques néerlandais et irlandais, pardon. C'était au moment où ils ont eu l'indépendance du Royaume-Uni. Donc c'était essentiellement des nationalistes, mais avec c'était devait négocier ce texte avec le Royaume-Uni. Exactement. C'est un accord politique renseigné par des sages qui dès le départ est conçu comme quelque chose qui va être validé ou rejeté par référendum. Exactement. Voilà. Et dès le départ, donc il y a la modalité ensuite que toute modification subséquente de ce texte-là qui est accordé au départ politiquement doit obligatoirement passer. Exactement. J'ai compris. Juste très concrètement, c'est simplement appliquer le principe prévu aujourd'hui, sans l'exception. Exactement. C'était l'esprit, c'est déjà prévu en fait dans la Constitution. Ah, mais c'est pour ça que la Constitution française est très proche. Il suffit d'abroger un alinéa. Mais cet alinéa que peut-être vous avez vu, mais il est utilisé quasi exclusivement parce qu'il y a eu que le quinquennat qui n'a pas été qui a été la norme. C'est déjà prévu en France, pas Par principe, si la révision est définitive après avoir été approuvée par référendum, et ensuite, toutefois, soit une exception, le projet de révision n'est pas présenté, donc quand ça vient le président n'est pas présenté au référendum, lorsque le président de la République décide de le soumettre au Parlement pour au Congrès. Oui, ça c'est. Mais en fait, mais dans la conception initiale de 58, c'était pas ça. Il y a pas de, c'est pas le référendum n'est pas du tout la voie primaire de modification. Il a refait un référendum en 62. Oui, mais c'est pas, en fait, dans le droit français, dans le droit constitutionnel français, on distingue, pouvoir constituant primaire, pouvoir constituant secondaire. Le pouvoir constituant primaire, c'est celui du peuple, le pouvoir inaliénable de tout peuple de s'instituer en peuple souverain, on va dire, donc avec sa propre norme. Et une fois qu'on a cette norme, le pouvoir constituant secondaire est celui de cet ordre juridique-là constitutionnel de se auto-réviser en quelque sorte. Et dans la logique de l'article 89, et qui est celle de 58, cette révision, c'est l'article 89. Et quand De Gaulle utilise l'article 11 pour apporter des modifications substantielles à la Constitution, il n'y a pas un seul constitutionnaliste en France qui dit que c'est légal. Mais si je puis dire, mais c'est pour moi je suis d'accord avec Clara. Le Conseil constitutionnel va laisser faire. La distinction entre primaire et secondaire est différente que là. Là, on est dans le secondaire. Primaire, c'est presque ce qu'a fait De Gaulle, c'est-à-dire hors procédure, mais au nom de un état de fait. Là, on est en train de parler de pure procédure. La procédure de l'article 89 actuel nous dit que une révision est définitive après le référendum. C'est ça qu'il nous dit. Et il nous ajoute toutefois si elle est d'initiative présidentielle, si c'est un projet et pas une proposition, parce que quand c'est une proposition, référendum est obligatoire en France. Donc, si c'est un projet de loi, alors, toutefois, exceptionnellement, donc, elle peut être validée sans référendum par le Parlement réuni au Congrès. Donc, il y a une exceptionnalité là-dedans, sinon on ne met pas toutefois. L'exceptionnalité qui se voit pas du tout, puisque sur 22 utilisations de 89, 21 ont utilisé le toutefois. Et, en tout cas, ça ne correspond pas à la doctrine constitutionnelle en France. La doctrine constitutionnelle, du droit constitutionnel, c'est de dire que l'article 89, c'est le principe, et que l'utilisation par De Gaulle de l'article 11 mais je suis d'accord. Mais je ne parle pas de l'article 11. Je parle du 89. Oui, mais c'est le référendum 89. Ah oui, le référendum obligatoire, c'est pardonnez-moi. Cette phrase du 89. Oui, mais en toute hypothèse, pardonnez-moi, mais en toute hypothèse, qui convoque le référendum même dans 89? C'est le président. Donc, d'accord. Pardon, j'ai utilisé le mot article 11. Ce que je veux dire, c'est que c'est le président. Oui, donc, tout à fait. La règle en France, c'est que le pouvoir constituant secondaire, c'est les 3/5 du Parlement. Et le président,
peut décider. En fait, dans la Constitution, on a deux outils. Vous l'avez, la loi. On a deux outils. Peut-être c'est là que, mais elle est fréquente, cette confusion. En fait, on a deux outils qui existent. On a l'outil qu'on appelle aussi du plébiscite. C'est-à-dire que le président, via l'article 11, peut soumettre à référendum, selon son bon vouloir, des projets, même ceux qui touchent à l'organisation des pouvoirs. Il y a un très gros débat là-dessus, c'est reconnu largement. Il y a un débat entre juristes et au sein de la Cour constitutionnelle sur la légalité de cet outil, sur les modifications constitutionnelles. Ça, c'est l'outil plébiscite. C'est-à-dire, c'est l'outil, si je donne un autre exemple, c'est l'outil Bonaparte, c'est-à-dire c'est Victor Orban, c'est pas pour donner du pouvoir au peuple, c'est pour que le peuple donne plus de pouvoir au monarque, enfin au président. Souvent, on les appelle les plébiscites parce que c'est des référendums qui se terminent, qui sont sur des personnes, qui sont pas sur des sujets, ils sont vraiment sur des, quand c'est le président qui engage sa responsabilité, en fait, auprès de la nation et qui se met en jeu, d'ailleurs, De Gaulle est parti quand il a... L'autre outil, qui est prévu dans la Constitution, c'est autre chose. C'est ce fameux référendum obligatoire qui est convoqué en fait par des modalités formelles par le président, via son pouvoir d'arbitre et de gardien de la Constitution, puisque c'est vraiment purement formel, mais c'est un outil de référendum obligatoire. C'est-à-dire la personnalité qui le convoque, c'est parce qu'en fait le président est l'arbitre et le gardien de la Constitution, donc formellement il le déclenche, mais l'outil en tant que tel n'est pas, sans ce toutefois, en fait, ce serait obligatoire. On aurait eu un référendum obligatoire sur la Constitution européenne de 2005, et il aurait fallu resoumettre à la population, comme l'ont fait les Irlandais. Les Irlandais ont voté 2 fois sur le traité de Lisbonne, rejet une première fois, modification une deuxième fois. Comme l'ont fait, vous avez peut-être suivi, les Danois réfléchissent en ce moment à rejoindre la politique de sécurité commune. Il faudra que ça passe sur un référendum. Et juste pour très bien expliquer, quand l'initiative est du Parlement, c'est-à-dire que c'est une proposition de loi constitutionnelle, il n'y a aucune possibilité de la faire valider par les 3/5. C'est-à-dire que, bien sûr, le président appelle le référendum, mais il est obligé de l'appeler. C'est-à-dire, cette proposition de loi que vous portez ne pourra pas être validée par les 3/5. Parce que le président peut valider par les 3/5, mais il n'est pas obligé, uniquement lorsque le projet, c'est un projet de loi. Donc en fait, le référendum, c'est la loi maîtresse, et qui n'est pas un plébiscite, c'est un référendum pour valider, et que, exceptionnellement, quand l'initiative vient de l'exécutif, le Parlement, ça a un sens aussi, puisqu'il y a toujours 2 pouvoirs différents qui doivent valider. Donc, quand c'est un projet qui vient de l'exécutif, le Parlement peut valider son référendum. Mais quand ça part du Parlement, seulement le référendum. Donc, en fait, le président a un pouvoir discrétionnaire, non pas pour appeler ou non un référendum. Il est obligé de le faire. Mais pour appeler ou non au Congrès. C'est là-dessus qu'il a le pouvoir discrétionnaire. C'est pour ça qu'il l'utilise. Et c'est celui-là dont on voudrait justement ne pas en faire une exception qui a été utilisée. Non, dans le cas du 89, je pense le meilleur exemple qui nous a tous marqué, c'est 2005. C'est la version du calendrier. Non, la version du calendrier, c'est la seule réforme qui est passée par ce dispositif du 89. Mais si vous vous rappelez, en 2005, donc il y a eu ce référendum sur le projet de constitution européenne qui a été rejeté par référendum. Et le choix du président Sarkozy a été de ne pas reconvoquer un nouveau référendum sur le traité de Lisbonne. Le premier, c'était un article 11. Le premier, c'était un article... 2005, c'était 89, non 89, je pense. Parce qu'il y avait des implications constitutionnelles. Parce qu'il y avait des instances. Donc, c'est pour cette raison que... Le premier TCE, c'est article 89. Donc, alinéa... Ce petit... ils sont pas marqués, mais c'est le 2. Non, c'est le 3. L'exception, c'est le 3. L'exception, oui, mais le 2. Non, mais le 2. C'est le 2, le Congrès, c'est pour le traité de Lisbonne, c'est pas le TCE. Voilà, c'est ça. Le Congrès, c'est le traité de Lisbonne. Exactement. Voilà. C'est Lisbonne qui passe par Congrès. Mais avant, que la révision définitive après avoir approuvé par le référendum, c'était le référendum de 2005. Donc ça vient de l'Union européenne, on fait un référendum, on utilise le 2e alinéa. Et ensuite, il a été rejeté, et du coup, on a utilisé le 3e alinéa cette fois-ci pour éviter de... Mais je pense que c'est important parce qu'il y a aussi beaucoup de confusion sur le fait, on peut entendre des gens dire, il s'est assis sur le résultat d'un référendum. Attends, pardon, mais sur le TCE 2005, quel est le texte qui a été voté par les 2 assemblées en termes identiques? Le référendum, le contenu du référendum.
le contenu de Ouais, la référendum. question, C'est ça. fait. Du texte. D'accord. Ouais, il fallait. Pas le contenu du TCE. Si, Bah parce si. que c'est ça qui est soumis à la question, c'est ça qui est soumis au vote. Ouais. Vous approuvez ou pas le Ce texte. texte. Donc en fait, on a T'as deux passages. T'as le passage Ouais. par le Parlement et ensuite t'as le référendum. Mais passage par le Parlement, à la va. majorité simple, là, on est dans des... et majorité Et simple. potentiellement, il y a le ça va être Congrès. identique, c'est-à-dire exactement même que ce soit- Voilà. Au terme. Et là, ils étaient, ils avaient la majorité. Ah oui, là, c'est Au pas... Sénat et à l'Assemblée nationale. Oui, pour ça. pour l'élaboration du Ouais. texte qui était soumis, Bien sûr. là, ils n'ont pas eu de soucis, il n'y a pas eu de Ouais. C'est après. d'inquiétude. Voilà, donc là, c'est ce que vous avez fait, c'est enlever Et c'est. toutefois, donc c'est quelque c'est- chose... C'est très populaire, ça. c'est- ça. Non seulement très populaire, mais il y a quand même un consensus très fort de la recherche à la fois en sciences politiques et en droit pour dire que l'outil du référendum obligatoire a un effet très très fort sur la légitimité des institutions. C'est-à-dire aujourd'hui on est quand même particulièrement dans les démocraties établies, on a un effondrement de la confiance politique qui n'est pas, la France c'est très marqué, mais qui n'est pas particulier à la France. On a un effet quand même Covid très fort. Les Pays-Bas sont descendus à 38% de confiance dans leurs élus, ce qui est historiquement bas. Ils sont passés de 71 à 38%. Mais ils sont 2 fois plus que nous. Hein. Mais plus que nous. Et donc il y a vraiment une discussion dans plusieurs pays européens sur le fait de dire voilà, il faut ouvrir la possibilité de référendum obligatoire sur le modèle de ce qui se passe chez nos voisins. L'implication de cela va se poser en termes très forts sur les questions européennes. C'est-à-dire toutes les questions qui sont liées à rejoindre des alliances militaires, certains traités européens qui touchent à la Constitution, c'est là que les questions vont se poser en fait. Parce qu'il y aura des référendums. Et alors, pardonne-moi, j'ai une autre question. Je t'en dis pas. Alors, parce que nous, notre... Oui, pardon. Non, mais Vas-y, c'est bon. c'est noté ça. Comme on a une, nous on a un problème avec la Constitution qui est global. C'est pas juste un article, c'est pas juste le fait de créer une compétence nouvelle pour les révisions futures. C'est aussi que, comme il y a un défaut de consentement qui est maintenant généralisé dans cette Constitution, par exemple, il y a une étude de YouGov pour Huffington Post qui est parue là ce mois-ci, qui dit qu'il n'y a plus que 14% des Français qui sont pour maintenir la Constitution en l'état. C'est rien. Il y a l'article 49.3 qui fait l'objet de manifs dans les rues. Donc, il y a besoin d'une espèce de vérification du consentement au régime lui-même dans lequel nous vivons. Avec la place du président, la place des représentants de l'Assemblée nationale, la part de démocratie directe possible, enfin, c'est tout ça. Comment alors nous, c'est pour ça qu'on dit Assemblée constituante. C'est pour ça qu'on milite pour une Assemblée constituante, parce qu'on pense que l'Assemblée constituante, c'est ce grand moment de vérification, cette espèce d'acte patriotique où on se dit, bon, on est d'accord pour être ensemble souverains, on va se doter de nouvelles règles, qui vont nous permettre ensuite de se taper dessus dans le conflit politique, mais au moins, on sera d'accord sur la manière de décider. Et ma question est comment cette modalité-là permet d'achever un tel niveau d'ambition réformatrice. C'est même pas réformatrice, c'est refondatrice. Parce qu'on n'est pas justement dans le secondaire. Limite, nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'il faut refaire du primaire. Je peux donner un exemple, parce qu'il y a un débat et tu présentes la théorie. Le risque de faire une refonte de fond de la Constitution, c'est ce qu'on peut qualifier un peu le biais du nirvana. C'est-à-dire l'idée de se dire on va pouvoir écrire une Constitution qui est parfaite, très détaillée, incluant des choses qui tiennent à cœur à différents groupes sociaux, et on tombe dans le risque de ce que vit le Chili en ce moment. Parce que la Constitution chilienne n'avait pas un assentiment très fort, c'était la Constitution de la dictature. Il y a eu Assemblée constituante avec très faible accord sur ce que ça devait être, cette Constitution. C'est-à-dire, on a eu des groupes qui ont défendu, par exemple, l'inclusion de principes très féministes dans la Constitution. Pourquoi pas? Mais on a eu d'autres groupes qui ont défendu d'autres types de droits. Et au final, on a eu une Constitution qui était très longue. C'était parmi les plus longues au monde, incluant des choses qui, inévitablement, allaient susciter
un débat social. C'est-à-dire on n'était plus seulement sur les règles du jeu, on touchait aussi à des modalités d'organisation de la vie sociale qui allaient faire débat et qui allaient opposer les groupes sociaux entre eux. Résultat, on a eu un échec et maintenant un retour de bâton avec une nouvelle dynamique constituante qui n'inclut pas les citoyens et avec un poids très 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 fort des personnes qui disent non, la Constitution, on va garder le statu quo. Donc ces effets de balancier sont très importants. La mesure que le RIC constituant, ce qu'il permet, c'est une clé en fait. C'est de dire, on ouvre le débat constitutionnel et on change article. Alors on peut réécrire une constitution totale et la soumettre à référendum avec ce dispositif-là. C'est pas exclu, hein. Mais c'est l'idée de dire, on discute enjeu par enjeu. C'est plus long. Et c'est l'idée qu'une bonne constitution, c'est une constitution qui évolue avec le temps. En fait, on va se donner le temps. En général, les premières mesures, c'est toujours tout ce qui touche à l'équilibre des pouvoirs, contrôle des élus, limite des mandats, limite des rémunérations, tout le temps, instauration de la proportionnelle, arrive toujours par les constituants, souvent. Mais c'est une dynamique qui est différente, qui essaye de dire, attention, le biais du nirvana, il existe, et il est très risqué. Parce qu'une fois qu'on ouvre une démarche constituante très, très large, on risque de se retrouver avec des débats très importants. Mais voilà, se taper dessus après, ça risque d'être se taper dessus au moment du référendum constitutionnel et de le perdre. Pour des enjeux, parce que plus la Constitution est longue, plus le débat politique est manipulable aussi. Hein. Ça peut devenir un débat, comme ça a été le cas au Chili, sur la question de l'avortement. Ce qui était tout petit dans la contribution générale. Mais c'est celui-là qui a vraiment crispé les conservateurs en particulier. Pour prendre un exemple, je vais être hyper, mais le dernier 49.3, vous citiez, ça c'est quelque chose typiquement que aujourd'hui, avec l'utilisation qui en est faite pour engager en plus des générations de personnes, elle aurait été soumise à référendum. Elle seule, le débat aurait été là-dessus. Et non pas sur une constitution globale dans laquelle il n'y a pas le 49.3. Une constitution globale va savoir justement de quoi on va parler, mais là-dessus, on est sûr que avec un système comme ça, à chaque fois, un dysfonctionnement patent de notre constitution donnera lieu à un petit ajustement. Et donc ça va aller plus ou moins vite, mais ça va aller toujours dans le bon sens, tout en gardant la possibilité de créer une nouvelle constitution, comme dirait Clara. Et des débats, le grand risque, on le voit beaucoup sur les traités européens qui sont très longs, c'est que c'est très difficile d'avoir une délibération politique de qualité si 14 sujets sont traités en même temps. En fait, à un moment donné, il faut pouvoir se poser la question. Le 49.3, c'est un sujet déjà gros, mais qui permet quand même d'être abordé, avec des modalités de délibération claires, des arguments clairs. Si on ajoute d'autres choses dedans, on ouvre la voie à ce que... En fait, vraiment, après, on ne sait plus de quoi on débat, en fait. On ne sait plus la part de... On choisit un peu le sujet de discussion et c'est risqué. Il y avait des questions aussi. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'avais une question du coup sur l'article 11. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est vrai que le référendum en France, il a été beaucoup utilisé pour faire du plébiscite, une tradition française, et donc souvent on le critique pour ça, pour cette raison-là. Donc voilà. Ta vie, est-ce qu'il faut supprimer l'article 11, initiative de référendum de la République? On a aussi, nous, on est minimaliste. Pour aller au bout de la question, parce qu'en fait, dans la procédure de l'article 89, ça passe quand même, là aujourd'hui, par le Parlement, et l'article 11 a été utilisé par De Gaulle, il est utilisé pour contourner le Parlement. C'est l'idée, en fait, que le chef de l'État peut contourner les représentants de la nation et avoir l'instrument général du peuple. Et c'est une vision qui est très verticale de la République que nous on conteste parce qu'on prône un parlementarisme. Mais aujourd'hui, il y a en même temps que nous on se défend cette vision-là, mais on voit bien aussi dans la société, il y a un anti-parlementarisme. C'est-à-dire que on voit aussi des gens qui peuvent se dire ah oui mais si c'est discuté par le Parlement c'est un peu obscur, ça contourne le peuple, etc. Et est-ce qu'il peut y avoir aussi cette tentation des gens qui diraient non, il faut donner au président de la République le pouvoir de contourner le Parlement, et donc est-ce que ce principe-là doit être maintenu? Avoir votre avis sur cette question. L'article 11 au départ a un sens, c'est-à-dire que quand on lit la Constitution française, elle est construite sur une base parlementaire,
et le président est gardien de la Constitution. Donc normalement, le président devrait être un contre-pouvoir. Et en tant que contre-pouvoir, le fait de pouvoir dissoudre l'Assemblée ou de pouvoir lancer un référendum qui contourne le Parlement, dans la mesure où le Parlement a le pouvoir, c'est un instrument de division du pouvoir intéressant. Le problème, c'est que aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, c'est le pouvoir qui fait un référendum, et là-dessus, c'est absolument mauvais parce que c'est pas un instrument de contre-pouvoir. C'est de renforcement du pouvoir, vu que le président peut choisir si c'est le Parlement ou le peuple qui lui donne raison. Donc, ça lui donne une capacité de plus. Alors, pour retourner à l'esprit initial signifie que un référendum, c'est-à-dire l'appel à l'arbitrage de la population, ne peut être fait que par l'opposition, un contre-pouvoir, non pas par le pouvoir. Le pouvoir, peut le faire sans référendum, il n'a pas besoin. Par contre, si on veut à la fois renforcer le Parlement et donner un rôle un peu à l'ensemble des citoyens, il faut avoir un dispositif qui permette à une minorité parlementaire, voire une minorité de la population globale, de lancer un référendum quand il y a des accords, comme c'est arrivé. Un peu, c'était l'esprit initial du RIP, sauf que c'est écrit entre différentes négociations en cours du temps, c'est complètement effrité. Mais c'est ça l'idée, en fait. Donc, à l'article 11, je pense que il peut être réfléchi comme quelque chose dont l'initiative est toujours une initiative de l'opposition. Alors, on parlait du Danemark. Le Danemark, par exemple, a un référendum minoritaire. C'est-à-dire que minorités des députés peuvent lancer un référendum. Donc là-dessus, ils peuvent bloquer une décision. Ce qui a un effet très intéressant parce que ça veut dire que le gouvernement, il est obligé de négocier avec les groupes d'opposition avant de faire passer une loi, exactement le contraire de ce qu'on fait ici. Nous, la motion de censure, qui a cette fonction, ou motion de oui, mais pour cela, il faut la motion de censure, il faut obtenir la majorité. Là, c'est une petite part du Parlement. Là, ça veut dire un cinquième qui fait un appel à l'arbitrage populaire, et que, par conséquent, pour ne pas faire appel, c'est-à-dire, par exemple, simplement, votre groupe parlementaire pourrait faire ça pour une loi, ce qui fait que... Un cinquième, vous dites, au dernier? Oui. Ouais, un cinquième. T'imagines, on l'aurait fait sur les retraites. Mais, voilà, non, mais, il faut voir. Non, bien sûr, c'est le déclenchement qui nécessite un cinquième... Oui, le déclenchement du référendum. Il en faut 58 pour déclencher un... Non, il faut la majorité. Nous, on n'a pas le droit de déclencher un référendum. Ah oui, non, on parle pas de référendum. Là, on parle... Là, avec 20%, il déclenche un référendum, et la question, quand on le raconte en France, c'est toujours comment ça se fait que les Danois passent pas leur temps à voter. Parce que leur façon de faire la politique est différente. Ils anticipent, ils vont discuter avec l'opposition. Qu'est-ce que on peut faire pour que vous déclenchez pas un référendum? Ici, on est habitué au fait qu'on a tout à coup une loi qui sort comme ça, on sait pas d'où. Et donc, évidemment, si on continue à faire les lois de cette manière, il y aurait beaucoup de référendums avec la loi danoise, bien entendu. Une autre possibilité qui est intéressante aussi, c'est au lieu d'un référendum minoritaire, un référendum justement d'initiative citoyenne, mais qui a de type veto cette fois-ci. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 20% des députés, on a 500 000 citoyens, comme ça se fait en Italie, par exemple, qui permet donc d'abroger en Italie, mais en Italie c'est abrogé, mais en Suisse c'est suspendre, c'est-à-dire que l'article 10 dit que, de la Constitution dit que, les lois doivent rentrer en application avec un jour, mais les Suisses, eux, ils disent 3 mois. Pourquoi 3 mois? Parce que toute loi doit pouvoir être votée s'il y a suffisamment de gens qui la contestent. Donc, il faut attendre les 3 mois pour voir s'il y a suffisamment de soutien. Pour ramasser les signatures. Exactement. Et donc, de ce point de vue, typiquement les aéroports de Paris, la loi sur les retraites, la question est quand il y a une contestation suffisante, il faut pouvoir appeler à l'arbitrage du peuple. Donc c'est un choix à faire qui a l'initiative, soit une minorité parlementaire, soit un groupe de citoyens, mais dans les deux cas, c'est toujours l'opposition qui joue. Et donc, ça pousse
le gouvernement d'être plus inclusif, d'être plus négociateur. Est-ce qu'il y a des règles particulières dans le domaine budgétaire? Parce que la théorie politique en France, c'est qu'en gros, s'il y a bien un domaine dans lequel tous les abus sont permis et même obligés, nécessaires, actuellement, c'est en matière budgétaire. En matière, quand même, non mais il faut pas éteindre l'Assemblée nationale, mais quand même en matière budgétaire, c'est normal. Sinon on peut pas gouverner, etc. Donc, est-ce que tous ces mécanismes-là, je parle pas du domaine constitutionnel, mais de la loi ordinaire, qui s'applique aussi en matière budgétaire? Mais c'est bien sûr. Ouais. Alors, attention, parce que ça dépend des pays. Quand on a le Danemark, la Suisse, oui. Et il s'applique en priorité sur ces questions-là. Puisque, précisément, le principe, comme disait Clara aussi, parfois, ils le rendent même obligatoire. C'est-à-dire, au lieu d'être facultatif, dépendant du nombre de signatures, parfois, il est automatique quand il y a des grosses dépenses. Voilà. En Italie, ou en Hongrie, par exemple, c'est interdit sur les questions budgétaires. Et alors, ça a été, je peux vous envoyer des études maintenant, qui sont devenues statistiques, hein, mais l'effet est énorme. Quand ça porte sur des questions budgétaires, l'économie est les déficits sont moins forts, la dette est moins forte. Il y a cet effet-là. Attends, mais alors les dépenses sociales, c'est ça qui est intéressant. Pas les dépenses sociales, c'est que les déficits baissent, mais les dépenses sociales restent stables. C'est-à-dire que les citoyens, ce qu'ils retoquent, c'est plutôt les projets, les fonds blancs, quoi. C'est pas quelque chose qui dit, oh là, pas touché à mon porte-monnaie, je veux pas être solidaire. C'est qu'on a un équilibre budgétaire qui se fait, voilà. D'habitude, c'est les grands projets, les grands trucs de bâtiments, enfin, l'Arc de Triomphe. C'est les premières choses qui passent pas. Et alors, par exemple, l'Italie, qui est un des pays les plus endettés d'Europe, c'est bien dommage qu'elle n'ait pas sur les questions budgétaires. Surtout qu'il y a une promotion. Mais peut-être, si je voulais juste dire un truc, j'avais 3 points que je voulais dire. Le premier, c'est sur l'article 11. Donc aujourd'hui, on vit quand même une vague dite d'érosion démocratique, de déclin démocratique. C'est-à-dire on est revenu, l'état des démocraties dans le monde, on est revenu à l'état où on était en 1986. C'est-à-dire on a une perte de qualité démocratique marquée dans un certain nombre de pays européens aussi, en Grèce, en Hongrie. C'est quoi le critère? C'est le nombre de personnes qui vivent dans des démocraties, la qualité des démocraties. C'est-à-dire on a un vrai recul démocratique, de qualité démocratique. La France a un recul, très clairement. Donc dans les sondages d'experts, on voit que la France perd en qualité démocratique via des outils, c'est les contre-pouvoirs, le respect des droits, voilà. Donc sur la question de la liberté de manifester, le poids du Parlement, le 49.3, faut bien imaginer que quand ça a lieu, on a des experts qui dégradent la note de la France, qui disent il y a un problème. Ce qu'on observe, c'est que cette vague-là, elle est due au fait qu'on voit arriver, parce qu'il y a quand même une demande dans une frange, il y a 2 types de demandes dans les franges de la population. Il y a une demande qui est minoritaire, mais qui est la demande d'un leader fort. C'est-à-dire qui est la demande d'avoir un leader qui prend des décisions pour le bien-être du peuple, mais on sort aussi d'une logique de débat politique, on prend des grandes décisions. C'est une petite minorité. Et on a la demande démocratique. Ce qu'on observe, c'est que le déclin démocratique, particulièrement en Europe, il est le fait de leaders qui utilisent la Constitution, qui arrivent et qui disent cet instrument, je vais l'utiliser pour faire des référendums tout le temps et pour court-circuiter le Parlement. Erdogan a utilisé des moyens pour c'était tout à fait sur le papier légal, hein, et Orban, c'est pareil. Donc c'est pour ça que l'article 11, nos institutions sont fragiles, en fait. C'est ça que j'essaie de dire. C'est-à-dire qu'on a des points dans notre Constitution qui sont à risque. Et l'article 11 en est un. C'est-à-dire si on a un président qui arrive très fort, il utilisera le référendum pour court-circuiter le Parlement. Ça, c'est clair. Le Pen a annoncé. Et c'est aussi pour ça que c'est très fort dans certains partis. Ceci étant dit, une des raisons centrales de l'accent sur l'article 89, c'est que avec une procédure un petit peu plus vertueuse et inclusive de révision constitutionnelle, ensuite, modifier l'article 11 dans un sens consensuel serait plus facile. Il ne faut pas aller dans l'autre sens, parce que si on veut toucher le 11 d'abord, le reste de la Constitution, on n'y a toujours pas la main. Donc, en fait, le 89 reste quand même quelque chose de très prioritaire, parce qu'il ouvre
un nouveau type d'approche de nos réflexions sur les institutions. Finalement, le processus de constitution primaire, l'article 89, lui, bien qu'il soit dans le processus secondaire, permet, comme en quelque sorte des cellules souches, de pouvoir toucher à... Exactement. C'est pour ça que parfois on peut dire, cet article 89, c'est une convention citoyenne qui est permanente et qui inclut tous les citoyens. En fait, on est toujours en convention citoyenne. Et avec, mais pour cela, pour faire passer les choses, il faut un consensus assez important. Gagner un référendum, c'est pas facile. Hein. Il faut, dans tous les lieux, ça existe. Le non gagne plus souvent que le oui. Et parce que aussi, les personnes tendent à voter plutôt non quand ils doutent. On sait jamais dans le doute, vaut mieux ce qu'on a que le pire. Ce qui fait que, en fait, avoir un simple 51% demande que la chose soit vraiment assez consensuelle. Comment est-ce qu'il y a des financements publics des campagnes? Comment ça s'organise Ça c'est variable, selon l'endroit. C'est très variable, même à l'intérieur, quand on prend les États-Unis ou la Suisse, à l'intérieur des cantons, des États. C'est très variable. Parce que par exemple, je sais que aux États-Unis, pour les recalls, souvent c'est ceux qui provoquent le recall qui doivent payer la campagne. Tout à fait. Et même s'ils perdent, je crois qu'il y a des États où si on perd le recall, c'est-à-dire si en fait l'élu est maintenu, on doit encore payer tous les frais même d'organisation matérielle, non seulement de la campagne, mais de l'élection elle-même. La Californie est très exigeante là-dessus sur portage de campagne, y compris sur le niveau de signature requis. Parce qu'évidemment, plus le seuil de signature est élevé, et moins de groupes peuvent lancer une initiative. Et donc, en Californie, c'est 8% des anciens votants, de ceux qui ont voté. Ce qui est bizarre, d'ailleurs. Parce que ça incite à pas voter, du coup, pour avoir la possibilité de lancer des... Et en Suisse, c'est 2%. Ce qui explique, donc, mais le nombre de référendums a beaucoup augmenté non, pas les recalls, effectivement, hein, parce que ça, c'est beaucoup plus lourd, mais, en réalité, les dispositifs pour chasser, comme on appelle ici le référendum révocatoire, aux États-Unis sont assez peu utilisés, parce qu'ils existent dans les mêmes endroits où il y a l'initiative constitutionnelle. Et quand on a l'initiative, on n'a pas besoin de chasser les gens. Par contre, il y a des endroits dans lesquels il y a le recall, mais pas l'initiative constitutionnelle, comme le Pérou. Et que, au Pérou, il y a des procédures de révocation des élus tous les ans. En fait, il y a seulement 20% d'élus au niveau national et local qui n'ont pas eu une procédure de révocation. Mais ils ne sont pas révoqués pour autant. Et les élus, non, pas forcément. Parfois gagnent et parfois perdent. Mais ce qui est important, c'est quand même, c'est un peu... C'est énorme. Donc, si on veut, c'est la révocation est intéressant, encore qu'il faut quand même un peu la penser, mais si on la met avant que l'initiative citoyenne et le référendum, ça donne des complications. Mais bon, c'était parti sur la campagne, et c'est vrai que sur les règles de campagne, il vaut mieux rester dans le cadre français, puis après... Et mais nous, en France, pour identifier, parce que comment on avait fait sur le oui et le non en 2005, qui c'est qui était représentant, je sais plus, enfin, il y avait eu une solution, mais qui était un peu bricolée, parce que il n'y a pas de groupe parlementaire du oui, groupe parlementaire du non, etc. Donc chaque groupe parlementaire devait, en gros, c'est ça, décider s'il était pour le oui ou pour le non. Mais comme l'essentiel était pour le oui, vu qu'ils étaient c'est eux-mêmes qui avaient voté dans le il y a des dissensions. Le PS, par exemple, je me souviens, il y avait Fabius qui à l'époque faisait la campagne pour le non, alors qu'il appartenait à... Mais justement, alors, sauf que je pense que pour la commission des fonds, là, pour le coup, le PS, la règle, c'était oui. C'était oui. Après, qu'il y avait des fonds attribués sur le référendum. C'est les partis qui finançaient leur campagne. Ça a surtout été une question d'accès aux médias avec, comme pour les campagnes. C'est ça. Moi, je pense qu'il y a un problème d'accès aux médias des pétitionnaires. Ouais. Parce que le non est toujours bien défendu, puisque au fond, s'il y a un référendum, c'est que la majorité parlementaire n'était pas d'accord. Parce que sinon, il n'y aurait pas de référendum, il n'y aurait une loi. Donc, en fait, le non est bien défendu, mais le oui, pas toujours. Et puis là, on le voit bien avec ce qui s'est passé pour le référendum contre la privatisation des aéroports de Paris, où à la stupéfaction de tout le monde,
au bout de plusieurs semaines, il n'y avait toujours pas eu de débat télévisé, il n'y avait toujours pas eu même de communication dans les boîtes aux lettres ou d'explication de cette démarche dans laquelle on était à l'époque. Et c'est pour ça que ce qui est, en fait, je suis d'accord avec Raoul, hein, je trouve que le choix qui a été fait d'avoir une proposition très épurée, elle se comprend. Maintenant, il y a un petit risque là-dedans, c'est que 36 pays sur le papier ont le RIC, 18 le pratiquent. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de loi organique de mise en application. C'est-à-dire le texte est là, mais on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment faire, on sait pas. Et il y a quand même certains éléments, mais ça pourra faire l'objet d'une autre discussion. Typiquement, pour s'assurer que les médias s'intéressent au sujet, il y a plein de petits outils pour le faire. Et l'outil premier, c'est que il n'y ait pas de condition de validité d'un référendum, ce qu'on appelle des quorums. Par exemple, si vous avez des quorums de type participatif, comme en Italie, d'ailleurs où il faut qu'il y ait par exemple 50% des électeurs inscrits qui participent, qu'est-ce qui se passe ? Tous ceux qui sont pour le non n'en parlent pas. C'est-à-dire vous avez les médias comme si il se passe rien, donc il n'y a pas d'information qui circule. Ça, si on fait sauter ce verrou-là, on voit aussi, il y a une obligation des groupes. Et ça, heureusement, dans la Constitution française, c'est la majorité des votants. Voilà, donc là, c'est parfait. Mais moi, pour avoir suivi les projets qui ont été déposés au Parlement, notamment aux Pays-Bas, souvent, il peut y avoir accord sur un texte très général, et derrière, je me rappelle très bien, on va avoir, sur la discussion de la loi organique, un groupe parlementaire qui va instaurer une mesure qui tue. C'est-à-dire un quorum, alors aux Pays-Bas par exemple, c'était un quorum qui équivaut à la moitié de la participation aux élections dernières. Il y a 80% des Néerlandais qui votent, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 40% des gens qui se déplacent. On sait par la recherche que ça tue complètement le référendum. Ou alors dire par exemple, on peut collecter que sur une plateforme particulière qui n'est pas mise en place, les signatures. Je pense que c'est important de distinguer, il y a des éléments qui sont bien pour améliorer la pratique et il y a des éléments qui sont majeurs pour que l'outil fonctionne. Et ça, c'est très important. Et juste une dernière chose sur l'exposé des motifs. Je l'aime beaucoup, mais je pense qu'il faudrait quand même rappeler deux choses. C'est souvent, il y a une vraie confusion. Ces outils sont perçus comme incompatibles avec la démocratie représentative. Avec l'idée de dire, en fait, ce que vous voulez faire, sans le dire, c'est vider de sa substance la démocratie représentative. Or, ce qu'on observe, c'est que c'est l'inverse. En fait, la qualité de la représentation est bien meilleure, parce que ce qui se passe, c'est que quand on a la possibilité pour chaque citoyen, et donc pour chaque parti politique, de lancer un référendum, s'il n'y a pas eu assez de débats, en amont, il y a beaucoup plus de débats. Donc on a des qualités, on voit que les pays qui disposent de cet outil votent assez peu, en fait, finalement. Mais par contre, le caractère très inclusif de la délibération politique est là. C'est-à-dire on peut pas se permettre d'ignorer un groupe parlementaire parce que ce groupe parlementaire, c'est celui qui demain gagnera certainement un projet de référendum. Et ça, c'est important, je pense, de le montrer. C'est-à-dire qu'on parle souvent des effets directs de ces outils, c'est-à-dire sur quoi les gens votent, est-ce qu'ils votent bien, mais les effets indirects sont bien plus forts. C'est-à-dire la présence de l'outil a des effets très forts sur la qualité de la représentation politique et la qualité du débat politique. Et ça, c'est sans commune mesure, en fait. Et vaut mieux dire, ça va sans dire, mais vaut mieux quand même préciser que la qualité parlementaire aujourd'hui française est extrêmement faible. Non pas à cause des gens, hein, c'est à cause simplement que le niveau d'absentéisme est immense parce que le niveau d'impuissance des parlementaires est énorme. Donc en fait, on est dans un système anti-parlementaire. Et nous, avec cette proposition, on veut le rendre parlementaire. C'est exactement l'inverse qu'il faut. Je me permets juste de rebondir sur vraiment la procédure de l'article 89, parce que votre expertise est vraiment nécessaire. Là, c'est vraiment un premier travail de la façon dont on va rédiger. Et comment est-ce que vous voyez la chose pour qu'il y ait plus de détails, sachant qu'on est dans la Constitution, donc il ne faut pas non plus rentrer trop dans les détails, mais en évitant une loi organique, en évitant tout ce que vous dites sur les aspects négatifs d'une loi organique. Enfin, c'est compliqué de faire la balance. Je comprends. Enfin, la part des choses, c'est dans les assemblées la rédaction est compliquée. Je comprends. Là-dessus, peut-être, je sais pas si on a le temps parce que là, on ne l'aura pas, mais on peut peut-être faire on peut vous envoyer quelques propositions pour faire
faire un peu justifier, et puis après vous tranchez. Je pense qu'il y a 4 points importants et sur lesquels après on pourra en discuter. Vous pouvez décider de la modalité que vous pouvez, mais c'est pas mal dans le texte d'inclure quelque chose sur des conditions formelles de validation d'un projet citoyen. Par exemple, il y a un principe qui est très important qui s'appelle l'unité de matière, c'est-à-dire il faut pas qu'un projet constitutionnel porte sur 2 choses à la fois. C'est-à-dire dire je veux sauver le régime, je veux inscrire dans la Constitution que la France a un régime de retraite par répartition, et en le finançant, je baisse les budgets militaires. Ça fait... Typiquement, c'est ce qu'on appelle cavalier. On peut pas faire ça. Donc, ça peut être une toute petite chose qui dit, bon, critères formels, il faut quand même que... Ça, c'est une chose importante, parce que sinon, ça fait des propositions. Je pense que la question les signatures, je trouve que c'est très bien. Les délais, on pourrait les ajouter maximum. La place, parce que là, en gardant, nous, on l'avait enlevé parce que c'était un peu compliqué, mais dès que c'est écrit comme ça, il faut, je pense, donner une petite place au Conseil constitutionnel là-dedans. Oui. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et en fait, on voulait rajouter... Surtout que ça crispe en général. Le même délai pour être évalué au Conseil constitutionnel. Mais après, on s'est dit de toute façon, celles qui émanent déjà du Parlement et de l'exécutif ne sont pas. Il n'y a pas le Conseil constitutionnel dans la loi, parce que suffit d'une QPC et eux ne sont pas soumis à ça. Donc pourquoi le peuple parce que pour une raison simple, c'est à cause de l'avant-dernier alinéa, non? Et le dernier d'ailleurs. Les 2 derniers. Voilà, les 2 derniers qui ont déjà des. Voilà. C'est en fait les 2 derniers fait que normalement le Conseil constitutionnel se prononce aussi sur les changements constitutionnels parce qu'ils peuvent mettre la forme républicaine du gouvernement en cause. Donc c'est pour ça que s'il n'y avait pas ça, nous dans notre version on l'avait enlevé parce que ça permettait justement de confier au pouvoir judiciaire qui allait donc juste voir les règles. Ça, c'est un truc qui se fait aussi dans d'autres pays. Ce que disait, ça passait par le pouvoir judiciaire, mais justement, c'est ce que je... En Italie, par exemple, c'est la Cour de cassation qui évalue, parce que, c'est... Et vous, ça vous pose pas problème en termes de séparation du pouvoir, ça, d'imaginer que le pouvoir judiciaire a cette possibilité? C'est vraiment une question, hein. J'ai pas du tout réfléchi, on n'a pas du tout réfléchi. C'est quelque chose d'intéressant de faire en sorte que les révisions passent par beaucoup de pouvoirs différents de manière générale. Donc pour moi c'est plus intéressant, sachant que la censure dans la version doit être une censure formelle. On n'a pas respecté l'unité de matière, on a une formulation injurieuse, des choses comme trop ça. Vague, on veut, trop vague, qui fait que trop vague. C'est après, il y a une chose importante qui est sûrement que on a explicité, mais ça aussi il faut voir. C'est la question est quand l'institution, pouvoir judiciaire, Conseil constitutionnel, peu importe, qui évalue la proposition, déclare qu'elle est correcte. Est-ce que c'est avant collecte de signature ou c'est après? Et si c'est après, ça lui donne un pouvoir immense, parce qu'évidemment, il peut annuler quelque chose qui a été dissuadé même des campagnes, les gens se disant... Si c'est avant... C'est impossible, parce que imaginons 500 000 personnes qui déposent quelque chose, il y a 500 000... Eh bien, voilà, ça, on l'a mis avant, si c'est possible. C'est dur si c'est le Conseil constitutionnel, à moins d'embaucher beaucoup de gens, mais les tribunaux qui sont les tribunaux d'instance, voire le secteur administratif, les tribunaux... eux, il y en a beaucoup en France. Et pour vous dire, moi, j'avais monté en 2016 le dispositif qui a été monté à Grenoble, dans lequel, en fait, c'était 1000 citoyens qui pouvaient faire une pétition mais ça devait être dans les compétences de la mairie. Et donc, il y avait mais comment faire 1000, c'est quand même une population assez large, c'est quand même très, très peu. Et est-ce qu'ils auront le temps de le faire? En fait, ils n'ont dû même pas embaucher quelqu'un de nouveau. Le service juridique de la mairie
part qu'il était très content parce qu'il a découvert quelles sont ses propres compétences, c'est pas évident. Donc c'est quelque chose il faut pas non plus surestimer le nombre de référendums qui sont lancés. Il faut quand même écrire une proposition de loi constitutionnelle. Ouais. Ouais, mais vous voyez, là, je pense que la réaction que j'ai sera la réaction, je pense, de beaucoup de gens ah non, mais là, c'est pas possible. Ça passera pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, il va y avoir des propositions fantaisistes, par exemple. Si c'est si large. Pas si c'est si large, mais ça peut... amène à la Non, mais le RIP sur l'article 11, il est hyper large et du coup, ça permet aussi, ça a permis au Conseil constitutionnel de rendre des décisions qui, du coup, maintenant font jurisprudence et bloquent complètement possibilité d'avoir accès à cet outil, quoi. Non, mais on peut imaginer quelque chose d'intermédiaire qui est très facile, c'est de dire l'examen du Conseil constitutionnel, alors ça rallonge, je sais, mais l'examen de l'institution, par exemple le Conseil constitutionnel, arrive au bout de 50 000 signatures. Voilà. Donc, ça fait quelque chose... Oui, mais alors du coup, ça on ne le mettrait pas dans le texte de l'article 80, il faudrait que ça fasse partie de la loi organique. C'est ça. Donc c'est pour ça que le but c'est avoir un équilibre, surtout pour vous, compte tenu de... Non, vous le mettriez pas. Moi, je mettrais dans la loi organique, ça. Ouais. Par contre, justement, l'examen des propositions quand il a lieu, parce que ça c'est typiquement un des non-applications du RIC dont parlait Clara, parce qu'elle disait 18 États, et c'est exact, mais on compte aussi ceux qui ont réussi à en avoir une dans leur histoire. Ça, c'est les 18 autres. En réalité, c'est très courant, et la non-application la plus courante est simplement qu'on le garde dans la poche. Il est là, on doit vérifier. Comme il n'y a pas de délai. Il n'y a personne qui doit vérifier. Il y a un délai et il n'y a personne. Parfois il y a personne, mais parfois il y a quelqu'un sans délai. Donc s'il n'y a pas de délai. Donc ça, c'est vrai que nommer une instance qui doit, dans un délai de temps, rendre une décision. S'opposer. Une recevabilité, mais c'est pas bon de l'appeler comme ça. On va dire une conformité à... Mais ça peut être aussi, il y a deux types d'éléments, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le Conseil constitutionnel, a pas bonne presse, mais une possibilité, c'est-à-dire que c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des critères formels. Par exemple, qu'il n'y ait pas d'injures, qu'il y ait une unité de matière, et ça, le Conseil constitutionnel dit, ok, là, c'est bon, formellement. Le Conseil constitutionnel, il peut aussi avoir un rôle, la Constitution française fait pas exception à d'autres. Il y a beaucoup de contradictions. D'ailleurs, il y a des articles qui se contredisent les uns les autres. Après, ça donne aussi au pouvoir judiciaire un gros pouvoir d'interprétation. Et ça peut être que le Conseil constitutionnel aussi donne un avis au pétitionnaire qui lui permet derrière, lui, d'améliorer sa proposition. Il faut bien imaginer qu'un citoyen qui se lance ou une association, c'est pas mal quand même de savoir, ah oui, vous changez tel article, tel article, tel article. Mais il faudrait aussi changer cet article-là, parce que cet article-là, il entre aussi en contradiction avec votre proposition. Donc c'est un rôle, à mon avis, les critères formels, il faut les limiter au maximum, mais je pense qu'il faut permettre au Conseil constitutionnel de jouer ce rôle d'appui. De dire, voilà, sur cette proposition... Et je pense que ce que disait Raoul sur la convocation du référendum, c'est important que ce soit dans la proposition. Moi, je voulais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur les règles de l'Union européenne et la construction européenne. En quoi ça pourrait venir en contradiction ou bloquer, etc. Et alors, ça peut être lié, mais souvent l'exemple qui est pris contre le référendum sur tout sujet par les citoyens. Non, ça peut être un exemple. Je pensais à la peine de mort. Qu'est-ce que vous répondez à ça sur la peine de mort et sur la construction européenne? Sur l'Union européenne, je vais peut-être répondre sur la peine de mort d'abord, et puis je fais peine de mort vite fait, et on peine vite fait, tu complètes ou tu veux faire peine de mort? Tu fais peine de mort, tu aimes bien ça. Non, la gamme. Non, l'Union européenne, il y a des implications il y a des implications très fortes sur les nouveaux traités, en fait. Parce qu'en fait, tous les traités qui ont été adoptés, on pourrait avoir un référendum d'initiative citoyenne qui dise on veut sortir de Schengen avec ce dispositif. Ce qu'on observe, en réalité, c'est que... Alors, il y a deux types d'enjeux. Aujourd'hui, le taux de soutien à l'Union européenne est bas, mais bas.
il y a quand même dans beaucoup de pays européens une demande de sortie en bloc. Et on sait que la sortie en bloc, c'est pas très bien. Parce même que derrière, depuis le Brexit, ça n'a pas changé? Très peu. Là, ça a changé, c'est la guerre en Ukraine qui a fait changer. Le soutien à l'Union européenne, la guerre en Ukraine a boosté très fort. D'accord. Mais on a quand même un terreau sur certains sujets, notamment migratoires, économiques, de demande de sortie et de sortie en bloc. Sauf Danemark et Irlande. Irlande est à 80%. Deux pays, comme par hasard, qui soutiennent parce que ça se fait pas sur le dos des gens, donc ils sont OK. En fait, ce que ça va produire, le référendum d'initiative constitutionnelle sur les traités européens, c'est qu'aujourd'hui, souvent quand on travaille sur les négociations internationales, quand les diplomates arrivent, qui sont autour de la table, on aime toujours savoir, en fait, à quel point on peut croire leur engagement. Parce qu'en fait, ils doivent rentrer à la maison et après, derrière, faire valider un engagement qui est pris au niveau des chefs d'État, des chefs de gouvernement. Donc, en France, c'est pour partie des ratifications parlementaires. Et quand il y a un référendum obligatoire, ce que ça donne, c'est que ça donne une légitimité très forte à la parole du diplomate qui arrive et qui dit, voyez, ce traité-là, si on n'entend pas la position française sur ce sujet, qui est par exemple de protéger, je sais pas, notre service public de X sur ce sujet, alors c'est pas moi, mais par référendum ça ne passera pas. Et ça change complètement la modalité de la discussion et du rapport à l'Union européenne. Ça c'est pour l'amélioration et pour le futur. Ouais. Mais est-ce que ah oui, potentiellement. Potentiellement vers un détricotage et un oui. Ça, non, alors, il y aura pas de Brexit dans le sens de sortie en bloc. Ça, c'est sûr que non. Mais il y aura peut-être, ça c'est clair, il y aura peut-être une proposition qui dira, on veut sortir de Schengen. Le problème, ce qui va se produire très concrètement. Laisse-moi développer ce point, juste. Parce que la différence qu'il y a quand on a ces petits, c'est que le débat absurde, je pense, qu'on a aujourd'hui, à savoir rester ou sortir, qui est absurde parce que quand on prend les pays européens, on citait le Danemark tout à l'heure, il est dans l'UE, il n'a pas l'euro. D'autres, ils sont dans Schengen, pas dans l'euro. D'autres, ils sont dans l'Europe, pas dans Schengen. Donc en fait, ce qu'on voit bien, c'est qu'au niveau de beaucoup de pays, il y a quelque chose qui est reconnu en Europe, c'est des opt-out. Donc la possibilité de faire exception sur certains points. Or, sortir en bloc ou rester en bloc, c'est prendre en otage les gens aussi, parce que en fait, les questions qui se posent, c'est sur quoi, en fait, on va suivre ou pas suivre. Et pas suivre, ça a des désavantages aussi, puisque pas suivre, ça veut dire pas bénéficier aussi de la coopération. Mais c'est quelque chose qui se fait sur les points spécifiques et qui n'a jamais mis en péril l'Europe, qui s'est construite sur des cas d'exceptionnalité qui sont pas même pas aussi importants que ça. Et dans les deux sens, dans ceux qui sont dans l'Europe, les Irlandais avec les fameux référendums à nouveau, ils ont obtenu des opt-out. C'est un de ceux qui a le plus d'exceptionnalité. La France n'en a pas. La France, non. Et des bons élèves. Voilà. Mais parce qu'on ne discute pas de ça, en fait. Au lieu de discuter parce que parfois, l'Europe se fait comme ça aussi. Et on adhère d'autant plus qu'on peut infléchir sur certaines choses et se dire, on va prendre une position. Donc, actuellement, au contraire, on suit le Royaume-Uni, c'est-à-dire, c'est oui ou ça pète. Donc, un jour, ça pète, c'est normal. On prend que D'ailleurs, par exemple, le Danemark, c'est un bon exemple parce qu'au moment de l'adoption de la politique étrangère et de sécurité commune, le Danemark a fait le choix de ne pas rentrer pour des questions d'autonomie stratégique, etc. Aujourd'hui, le débat au Danemark, c'est la question de re-rentrer entrer. Il va y avoir un référendum sur ces sujets, puisqu'il va y avoir une transfert d'une partie, il va y avoir des impacts constitutionnels qui donneront lieu à un référendum danois sur l'entrée, plus de coopération dans ce niveau-là. C'est-à-dire vraiment, les pays qui ont ce dispositif-là sur l'Europe ont une logique de dire où est-ce qu'on veut agir ensemble et où est-ce qu'on veut garder une marge de manœuvre au niveau national.
Et quand vous discutez avec des personnes à la Commission européenne, la hantise, c'est la sortie en bloc. Parce que certes, le Brexit a fait peur, mais le Brexit a aussi montré que c'était possible. En fait, que qu'on pouvait le faire, que si quelqu'un voulait le faire, il pouvait le faire. Et du coup, pour eux, la crainte, c'est ça, c'est de voir vraiment la cote de popularité de l'UE hors cas exceptionnel tomber. D'ailleurs, on voit, ils ont un discours très fort d'engagement des citoyens, etc. Et la préférence, ce serait d'avoir, pourquoi pas, quelques votes en bloc, des coopérations, des opt-out et des opt-in pour certains, mais éviter une explosion totale, parce qu'à un moment donné, quelqu'un arrive au pouvoir, c'est son grand cheval de bataille, et le mettra en place. Sachant que ça apaise aussi, je trouve, beaucoup les débats sur l'Europe, parce que derrière, une fois qu'il y a un référendum, disons, sur la sortie de Schengen, imaginons, ça passe, sortie de Schengen. Après, il y a des implications budgétaires. C'est-à-dire que les partenaires européens vont dire, non, attendez, vous avez bénéficié d'une série de financements, il va falloir payer une partie, il va falloir se mettre d'accord sur le coût d'une sortie. Et ces débats-là ont lieu pendant la période de préparation du référendum. Et les gens sont beaucoup plus au courant de ce que coûte l'Europe et ce que... Il y a vraiment une discussion sur qu'est-ce que ça va donner, en fait, de prendre ces investissements. D'ailleurs, à ce titre, c'est important... Sur le débat qu'il y a eu au Royaume-Uni, alors c'était pas sur le bloc. Mais de fait, il y a eu le débat, mais on voit aujourd'hui que, y compris chez les gens qui ont voté, ils disent, ah oui, mais... Parce que c'était le bloc. C'était quand même dans le débat. C'était le bloc. C'est-à-dire que ce qu'on essaye là aussi de dire, c'est que quand ça vient de l'opposition, étant donné que le référendum, ou des citoyens, non, comme on veut, étant donné qu'ensuite l'application, c'est pas eux, c'est le gouvernement. Le texte est toujours très précis pour contraindre un peu l'application. Alors que quand ça vient du gouvernement, comme le Brexit, c'est toujours très large pour pouvoir se donner un maximum de latitude d'action. Et quand c'est large, le départ part dans tous les sens. Et quand c'est précis, en revanche, non. Et c'est très impressionnant quand on y vit et quand on suit, parce que à la radio, à la télé, sont invités vraiment des experts sur le sujet qui est écrit. Attention, on ne vote pas sur des questions, on vote sur des projets de loi, des propositions. Donc, c'est vraiment au détail que ça se va. Après, évidemment, les gens ne sont pas forcément tous très informés, mais ça va dans ce sens par rapport... Parce que sur un sujet, un Frexit ou un Brexit, aujourd'hui, l'Union européenne concerne tant de domaines que c'est proprement, je pense, cognitivement impossible de démêler ces sujets-là. Et c'est là où on va avoir une campagne à la Brexit où, en fait, le sujet, ça va être l'immigration. L'UE, qu'est-ce que ça nous coûte sur l'immigration? C'est un petit point par rapport à tout. Il faut peser l'un contre les autres sur un sujet qui est massif. Sur la question agricole, par exemple. Donc c'est pour ça que ça fait des débats beaucoup plus, on va dire, mesurés et réfléchis sur des sujets. Mais si on vous pose la question, y aura-t-il des propositions sur l'Union européenne? Oui. Au vu de l'opinion publique, oui. Si je peux faire la transition sur les droits, parce que ça c'est intéressant, parce que là-dessus on a la première question qui se pose sur les questions des respects des droits, mais donc aussi pourquoi pas la sortie de l'Union européenne, c'est de dire comment les gens vont voter, mais il faut comparer avec la situation actuelle. Toujours. La situation actuelle nous dit que 3/5 de députés plus un président peuvent mettre la peine de mort en France. 3/5, ça veut dire 60%. Ça veut dire que En Marche, en 2017, avait 60% avec contre. Pas au Sénat. Non, pas au Sénat, c'est vrai. Avec le Parlement. C'est juste. Pas simple. Mais disons que, d'accord, c'est pas simple aujourd'hui, mais le mécanisme du Sénat pourrait, en fait, il se trouve qu'un nouveau parti comme ça au Sénat galère. Ouais. Mais un vieux parti, lui, il pourrait avoir, voilà. Et disons que c'est pas inenvisageable compte tenu du fait qu'on a des systèmes majoritaires, parce qu'on obtient 60% vite fait, surtout à l'Assemblée. Vous comptez le nombre de gens qui avaient voté en marche au parlementaire en 2017, parmi le corps électoral, c'est 15%.
Donc, ça permet d'obtenir des grosses majorités assez vite. Comme ça, on peut avoir la peine de mort. Imaginez, Rassemblement National, demain, il a un peu de succès. Voilà, c'est possible. Parce que 60%. Ils n'auront pas le Sénat, mais... Ok, admettons. Oui, c'est pas du temps que ça fait. Non, mais je suis d'accord. On a quand même un système avec des contre-pouvoirs et ça marche quand même un peu. Mais, en tout cas, c'est ça qu'il faut envisager aussi. Et là où, avec un référendum, faut voir, la situation n'est pas exclue, mais c'est vrai que sur ces questions-là, je suis les sondages depuis longtemps. Et il y a de temps en temps un sondage qui dit « c'est passé à 51 ». Et la question qui se pose est non seulement ça, mais prenons là où ça existe. Parce qu'en Europe, le dernier référendum qui ont voté en faveur de la peine de mort, c'était en 1878. Oui. En Europe, c'est pas très populaire la peine de mort. Mais aux États-Unis, si. Alors c'est intéressant de comparer les pays qui ont la peine de mort. Les pays qui ont le référendum d'initiative citoyenne, donc qui décident de la peine de mort par voie, et ceux qui ne l'ont pas. Et ce qu'on observe, c'est que, effectivement, je dois vous le dire, ceux qui ont le référendum d'initiative citoyenne ont plus souvent la peine de mort. Mais ceux qui n'ont pas le référendum d'initiative citoyenne tuent plus de gens par peine de mort. Alors comment ça se fait? Parce qu'en fait, ce qui est sympa aussi de ce dispositif, c'est qu'on a du mal à penser les institutions, comment elles fonctionnent lorsqu'il existe. Il faut voir que quand un gouvernement implémente la peine de mort, une fois qu'elle est votée, elle la met en place. C'est lui, l'acteur, qui la met en place. Quand c'est le référendum, après, il faut la mettre en place. Par exemple, en Californie, il y a la peine de mort, mais le dernier mort, c'était en 2006. Et celui-là d'avant, c'était dans les années 90. Et 45 millions d'habitants. Le Texas, qui n'a pas de référendum, c'est 13 par an. Hein. Donc, depuis 2006, il y a 0 en Californie. Pourquoi? Parce qu'un juge a dit, il y a un problème. Notre système de peine de mort inclut l'injection létale qui peut, d'après les derniers rapports, produire des souffrances. Alors, on fait un moratoire et on fait une expertise. On fait une expertise, l'expertise dit effectivement, le gouverneur donc enlève cette méthode et il l'en remplace pas. Donc, on peut pas faire la peine de mort en Californie, même si elle est votée, et il n'y a aucune initiative aujourd'hui, même pas votée, mais il n'y a pas d'initiative qui dise non, on va mettre un dispositif pour tuer les gens. Il n'y en a pas. Les gens votent pour la peine de mort, mais lancent même pas une initiative pour la mettre en place. Parfois, c'est comme ça, le principe, ça peut changer, c'est comme les droits, le mariage pour tous. Il arrive souvent, tous les référendums, pas tous, mais dans le monde, un grand nombre de référendums ont rejeté, majorité, le mariage pour tous. Par contre, la grande majorité ont validé un contrat type le Pacs, mais qui a exactement les mêmes droits que le mariage. Donc parfois, on se rend pas compte que des aspects juste symboliques, c'est un peu différent. Donc, sur les droits, il faut voir simplement comparer les systèmes qui ne permettent pas des gens d'avoir des droits d'initiative avec ceux qui les ont. Et quand on fait ça, on s'aperçoit que les uns sont pas plus liberticides que les autres, voire lorsqu'on a des systèmes majoritaires, c'est plus liberticide d'avoir pas de référendum. Puis sur la peine de mort, du coup là, je trouve l'explication de Raoul est très très complète. Après, il y a un fait empirique de base, c'est que les pays, à l'exception de certains États aux États-Unis qui ont fait ce mouvement de balancier, j'enlève par référendum d'initiative citoyenne la peine de mort, je la remets par initiative citoyenne. Tous les pays qui ont enlevé la peine de mort ne l'ont jamais remis en Europe par initiative citoyenne. Jamais. Oui, il y a eu des discussions. En Suisse, il y a eu des discussions. Il y a eu des discussions. C'est pas que ça n'a pas essayé. Il y a eu des propositions qui n'ont jamais atteint les signatures. On n'a pas d'exemple. En Europe, ouais. Le seul risque qu'il pourrait y avoir, et c'est pour ça que
nous, on aime bien mettre l'accent sur le temps du dispositif. La seule situation potentiellement risquée, c'est, bon, imaginons, les crimes qui suscitent en général des regains de soutien à la peine de mort, c'est un crime de pédocriminalité, je sais pas, plusieurs enfants tués. Et là, un référendum, genre 2 semaines après, oui, là, si vous me dites il y a un risque, oui, là, c'est un gros risque, que ça passe. Mais les dispositifs sont tellement lents, le temps de collecter les signatures, ça rejoint un peu ça va redescendre, en fait. Ouais. L'opinion publique, elle fait comme ça. Mais la moyenne, elle est basse, en fait. Elle est dessous. Les opinions favorables à la peine de mort sont pas majoritaires. Le risque, il est vraiment dans ces La chose même, je dirais, intéressante, c'est que maintenant, factuellement, la Suisse donc a aboli par référendum la peine de mort en 1938. Oui, c'est vrai. Et quand vous pensez la situation en France en 1938, si on pouvait voter, je pense qu'on l'aurait aboli aussi. Ouais, parce que le Front Et populaire, on l'a gardé jusqu'au 81, c'est-à-dire on est parmi les derniers d'Europe. Donc, quand on dit l'avant-gardisme contre l'opinion publique, en fait, contre l'opinion publique de 81, c'est vrai, mais contre l'opinion publique des années 30, voire même des années 20, on n'a pas les sondages, mais il y a forte chance que ça sautait à ce moment-là. Le Front populaire l'avait mis, hein. Ouais. C'est le Sénat qui l'a bloqué. Ouais. Et quand vous parlez du coup du minimum, du coup en termes de délai, pour éviter juste... 3 mois, c'est bien. C'est 3 mois. Il faut surtout pas qu'il y ait la possibilité de référendum par à-coup. Ouais, parce qu'après, au bout d'un moment, et puis il faut laisser le temps à la pression de retomber un petit peu, parce que les débats, mais comme tout débat référendaire, vont donner lieu aussi à des moments de grande délibération. Ça se voit beaucoup parce que quand on pose un sondage, ça c'est l'exemple type qu'on a eu en France en 2005, on posait les sondages sur le soutien à la Constitution européenne avant le référendum, et c'était stable, c'était très haut et très stable dans l'opinion publique. En fait, ça a bougé beaucoup dès qu'on a dit on fait un référendum. Et ça a cette propriété que ça bouge vite parce que les gens se mettent à discuter du sujet. Et alors, là, dans ce sens-là, parfois ça va. Ce qu'on obtient, c'est beaucoup, je te rappelle, c'est beaucoup des renversements au moment, c'est logique en fait. Au moment où le référendum est mis sur agenda, comme il y a beaucoup de gens qui ont en général signé une pétition, dans l'opinion publique, on a le oui va gagner peut-être avec 5%, 5 points, 10 points de différence. Et au cours de la campagne pré-référendaire, et souvent le non derrière. Un des exemples, ça a été le débat sur la redevance télé en Suisse, où il y a eu vraiment un moment où, du coup, les opinions favorables au retrait de la redevance montaient. Du coup, la télévision publique suisse s'exprimait. C'est ça aussi, c'est un gros effet du référendum, c'est que les partis politiques s'expriment, le président de la République s'exprime. On essaye de peser sur la discussion. Et il s'est mis à expliquer en fait qu'ils auraient dû avoir recours à la pub, la baisse des qualités des programmes, etc. Et c'est passé sur un cheveu. La redevance a été conservée. Au revoir. Mais le ministre suisse en charge de cette question, a dit, mais j'ai entendu qu'il y a un problème pour une série de ménages suisses sur le paiement de cette redevance. Et donc, pour les ménages les plus en difficulté, on va adopter une loi qui réduit le poids de la redevance sur ces ménages. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi cette logique de compromis politique qui est de dire, quand on passe à 49, voilà. Mais ça, c'est pas culture suisse, attention. C'est juste la peur de qui parlait. Ça crée, quand tu sais que 49% de l'électorat. Ouais. Demain, il peut y avoir un autre référendum, donc on fait un compromis, voilà, c'est vrai que du coup, quand on y pense, c'est un dispositif qui vous allez, si vous vivez avec ce dispositif, vous allez devoir bosser beaucoup, en fait. On aime ça, il n'y a pas de problème. Parce qu'en amont, après, à chaque fois, il faut être en contact avec la société civile. Le débat, on n'a pas peur. On aura quand même beaucoup d'objections par rapport justement à la condition de membre de l'Union européenne. Ouais. Et ça, je pense qu'effectivement, comme tu l'as souligné, ça va être un point qui va entraîner, je pense, des amendements à une telle proposition de loi qui vont entraîner, on va dire, dans l'acceptabilité d'un référendum. Certains vont dire à condition de ne rien toucher à ce qui concerne les traités européens et notre adhésion à ces traités. Mais comme vous le signaliez, on a
pourtant, dans tout un tas de domaines, des opt-out ou des exceptions qui font que, par exemple, les Allemands se sont affranchis de la privatisation des barrages électriques chez eux. On a des pays qui sortent de l'arène, on a d'autres pays qui vont avoir, par exemple, et là pour le cas le pire, la Hongrie qui va mettre en place des lois liberticides. Donc de toute façon, il n'y a pas une unité de l'Europe, il y a malgré tout une sorte de consensus autour de règles communes qui sont quand même adaptables. Donc dans ce contexte-là, c'est un peu probable qu'on ait une sortie... Même s'il y a cette objection, et à la limite, je veux dire, après que les débats parlementaires avancent, mais c'est quand même utile de revenir sur juste, on peut vous les envoyer, il y a les eurobaromètres, c'est très simple. Vous prenez les eurobaromètres, confiance dans l'Europe, image de l'Europe, vous identifiez 2 pays qui votent dessus à chaque fois, l'Irlande et le Danemark, et vous verrez à quel point c'est pas un hasard qu'ils sont tout le temps ceux qui... c'est peut-être un plébiscite dans ces pays-là, mais nous, il faut quand même... Non, c'est pas un plébiscite, c'est non, c'est dans le sens, obligatoire. non, mais dans le plébiscite quotidien, c'est-à-dire que comme ils ont la possibilité de voter dessus, ils comprennent l'Europe, les enjeux. Ils savent ce que c'est, Oui, ils savent que ça leur bénéficie aussi. Il y a un débat régulièrement. Ouais, mais les Écossais aussi, d'ailleurs, ont demandé à pouvoir s'exprimer indépendamment de l'Angleterre sur le sujet. Je pense que nous, c'est assez dangereux de pas le mettre sur la table, ce sujet. Oui, c'est dangereux. Le fait de dire on parle pas de ce sujet, on sauvegarde, c'est cocotte minute. Alors que lorsque on débat des choses, rien se passer de terrible. Oui, peut-être on va un petit peu sortir de certains traités, mais avec comme avantage à la clé le fait que les Français vont être des grands supporters de l'Union européenne, ce qui est quand même... Mais en attendant, c'est vrai qu'on est légitimement en droit de se dire qu'il y a quand même une rancune profonde dans la population française par rapport à la modalité avec laquelle on nous a fait avaler quelque chose qui normalement aurait dû passer dans une deuxième discussion. On aurait pu imaginer que s'il n'y avait pas eu ce côté pressant de nous faire adhérer au TCE, on aurait pu avoir le temps justement de ce débat qui permet de dire, écoutez, s'il y a des choses qui n'ont pas plu, faire un sondage, faire des discussions, C'est allé assez vite, parce que l'Irlande, le deuxième référendum a eu lieu en 2008, le deuxième, donc exactement comme nous. Sauf que la préoccupation était, qu'est-ce qu'on doit modifier au minimum pour que les citoyens irlandais... Ça a été la fiscalité qui a été le point convaincant pour le peuple irlandais. Bon, après, tout le monde n'a pas la même. Eux, ils sont allés dans cette direction aussi. Oui, bien sûr, ça n'a peut-être pas été la même chose du tout. Ça aurait été peut-être la PAC, par exemple, pour la France. Typiquement. C'est un moyen de négociation. Mais là, finalement, on n'a rien négocié du tout, et du coup, on a vraiment l'impression de s'être vu infliger contre la vie populaire un modèle qui ne prend pas en compte, on va dire, les spécificités françaises. Et c'est ce ressenti-là qui, aujourd'hui, effectivement, représente malgré tout le risque qu'un référendum soit déclenché pour demander une sortie de l'Union européenne. Mais je crois qu'effectivement, avec ce qui s'est vu en Angleterre, il y a quand même peu de chances que les débats finissent par donner raison à ceux qui veulent en sortir de façon... Oui, mais une vague migratoire, on ne sait pas ce qui se passe dans l'actualité. Et en fait, un contexte, une année où ça va pas bien... Moi, la question que j'ai, c'est ça. Vous disiez tout à l'heure, l'opinion publique, ça fait des vagues, il y a des hauts bas. Moi, je trouve ça très bien le principe de dire tout ce qui est fondamental, constitutionnel, il faut passer devant l'ensemble des Français, c'est le troisième niveau, c'est une légitimité plus large, etc. Mais il faut aussi arriver à lutter contre une variabilité trop forte qui est liée à une activité. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il faut arriver à avoir un débat qui est vraiment éclairé. Et donc là où je vous rejoins, et c'est très intéressant de dire, du coup, les référendums, ils doivent avoir une unité de matière, un point précis. Mais typiquement, si c'est la sortie de l'Union européenne, le point n'est pas très précis. C'est pas possible parce qu'ils doivent signer. Il faut vous imaginer qu'avec ce dispositif-là, et là c'est, du coup, moi quand je travaille sur la politique internationale, c'est un sujet qui me parle beaucoup parce que on peut pas avoir en fait d'initiative citoyenne en matière internationale. Pourquoi ?
Parce que si vous écrivez l'accord de sortie, l'accord du Frexit, tout seul, entre Français, génial. Mais allez, moi je vais tôt. Le problème, c'est que soit il faut que vous soyez bien connectés pour aller voir des diplomates britanniques, etc., parce que cet accord-là, super, les Français ont voté, mais il n'a pas été négocié. C'est ça. Législatif. Une proposition de loi, ce qui fait que qui est implémentable. Et en matière internationale, c'est là où on a ce problème-là très fort, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de référendums suspensifs, c'est-à-dire on n'entre pas dans l'OTAN ou on n'applique pas cet accord-là. Mais c'est souvent, en fait, l'outil qui existe en matière internationale, c'est le référendum obligatoire, parce que quand il y a un traité de paix. Donc les Colombiens, par exemple, ont voté un accord de paix par référendum. Cet accord de paix, il a été négocié ailleurs. C'est pas les citoyens qui l'écrivent. Parce qu'il faut pouvoir discuter entre les groupes. Si demain, on crée, je sais pas, une organisation avec les peuples de la Méditerranée, ce seront les diplomates qui feront le texte. Il peut pas y avoir en matière internationale d'initiative citoyenne à proprement parler. Ça demande trop de réseau et de compétences. Et juste un point sur la variabilité, parce que ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément intuitif, mais l'opinion publique qui varie. Il faut voir quel est son impact des variations, pas des croyances, dans un système comme le nôtre ou dans un système avec initiative citoyenne. Dans un système avec initiative citoyenne, comme on l'a dit, il faut 18 mois pour recueillir des signatures, il faut au moins 3 mois pour voter, donc il y a une campagne dessus. Donc, l'aspect comme ça, il y a le temps de le mousser. Là où, au contraire, quand il n'y a pas d'initiative citoyenne, n'importe quelle majorité peut, pour se faire bien voir, réagir un peu vite. Sur le coup de la justice. Et je prendrais par exemple un exemple connu, c'est la politique antinucléaire de l'Allemagne et de la Suisse. L'Allemagne a décidé tout de suite, alors pour le coup, juste après le tsunami, très rapide, de sortir avec les effets qu'on connaît négatifs immédiats, puisque voilà, le charbon. La Suisse a fait une initiative tout de suite en même temps, mais la durée de l'initiative est plus longue, ce qui fait qu'ils sont arrivés à voter également la sortie par référendum, mais sur un programme sur 25 ans, pour assurer que l'énergie renouvelable remplace et prenne le relais. Donc, ça c'est un exemple typique où parfois le fait de ne pas avoir de référendum fait que les humeurs populaires impactent plus, parce qu'après tout, on peut être élu quand on est élu. Donc, parfois, on est tenté de suivre l'humeur populaire. Et il y a un danger, c'est que finalement, le référendum ne représente pas davantage de risques que notre système électoral. Parce que si on voit dans le référendum un risque démocratique, alors à ce moment-là, en vertu du même risque qui existe que, par exemple, demain, un parti illibéral, voire totalitaire, prenne le pouvoir dans notre pays, ce qui n'est pas quelque chose à exclure quand on voit un petit peu ce qui se passe, eh bien, à ce moment-là, si on veut être logique, il faut aussi condamner, dénoncer, on va dire, le côté dangereux des élections. Non, je pense que la meilleure garantie, parce que là alors il y a plusieurs matières, mais quand on est sur un texte constitutionnel, c'est quand même quelque chose qui est là pour durer dans le temps, et donc je pense qu'il faut se protéger un peu des variations. Et après, je pense que la meilleure garantie, c'est que ça passe par plusieurs pouvoirs, et qui est toujours cette... je pense que le temps protège beaucoup. Et nous, quand on fait des lois, ça passe à l'Assemblée, ça passe au Sénat, ça revient, il y a le Conseil constitutionnel. Enfin voilà. Et aujourd'hui, on le voit. Alors, il y a beaucoup de déséquilibres dans le système français et le Parlement est assez faible par rapport à l'exécutif. On a une majorité souvent qui est alignée sur le président de la République. Donc, le Parlement ne joue pas son rôle de contre-pouvoir. Mais dans une démocratie qui fonctionne bien, il y a quand même l'exécutif et un législatif qui est un contre-pouvoir à l'exécutif. Et normalement, ça crée un peu de sécurité juridique. Et aujourd'hui, on le voit, la seule sécurité juridique en France, c'est le pouvoir judiciaire, qui aujourd'hui casse les arrêtés des préfets, etc. Et encore, le parquet n'est pas indépendant pour aller plus loin. Pour moi, il n'y a pas... La séparation des pouvoirs, c'est quand même une vraie garantie. Et après, il y a la question du temps. Mais, et la qualité du débat. Ça, c'est important de voir. Et souvent, il y a de la confusion là-dessus que ça... Oui. Ouais, moi aussi, parce qu'on a la scène jusqu'à 19h. Ah oui. Donc, c'est un petit peu dommage. Mais ça, c'est juste un point que ça,
c'est quelque chose qui augmente très fortement la séparation. Il ne faut pas céder à la tentation de dire, voilà, c'est en fait, parce que c'est des grosses décisions, mais la majorité populaire n'a ni la capacité d'implémenter, ni la capacité de faire des décrets, des choses comme ça. Donc, ni de juger d'ailleurs. Donc, en fait, ça fait que on s'assure que ceux qui donnent l'impulsion sur les grandes orientations ne sont pas ceux qui les mettent en place. Et ça, c'est ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc, il faut voir derrière, hein, il faut voir comment les institutions fonctionnent une fois qu'il y a le contrôle populaire sur la Constitution, et pas s'imaginer qu'il n'y a plus d'institutions. Que les gens... Non, mais pas d'accord. Mais c'est intéressant parce que c'est pas ce qu'on entend dans le discours en général. Et je pense qu'il pourrait être intéressant aussi pour... parce que sur cette question de ces modalités-là d'initiative citoyenne, en fait, on a plusieurs États, plusieurs de nos voisins, les Pays-Bas, l'Allemagne qui le pratiquent aussi au niveau local. On a des instances juridiques qui ont émis des avis positifs à l'instauration de ces dispositifs, avec des argumentaires, en fait, qui sont basés sur... Et si vous, c'est quelque chose qui vous intéresse après dans une deuxième phase, je pense que ça pourrait être intéressant. Nous, on fait partie d'un réseau qui s'appelle Démocratie Internationale, de pouvoir échanger avec des élus qui vivent dans ces dispositifs-là, avec des juges, parce que souvent, pouvoir discuter entre pairs de la pratique concrète, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Parce que là, on a une vision, nous, de chercheurs qui comparent un peu tout, mais cette possibilité-là, tu te rappelles ce que tu avais fait à Grenoble on avait invité un élu suisse, un élu de la ville de Barcelone, etc. Et pour pouvoir parler de comment ça marche, en fait, en pratique. Quels sont les risques, qu'est-ce qui se passe et comment chaque pouvoir joue un rôle sur la base d'exemples très concrets. Je pense que c'est important parce que moi, je trouve cette proposition de loi, elle est vraiment bienvenue parce que en France, on a vraiment un retard à combler sur la discussion de ces sujets-là, c'est-à-dire de penser, ok, notre système démocratique a des failles, quels sont les dispositifs qui existent, qui se pratiquent, qui permettent peut-être de résoudre une partie du problème. Ça, c'est... On reste que on vous envoie des propositions, Clara. Bien sûr, on continue à enrichir, puisqu'à la lumière de ce qu'on s'est dit, il y a beaucoup de choses, en fait, il y a beaucoup de choses en réalité, qui sont contenues dans tous les échanges. On pourrait de toute façon se revoir et vraiment parler de procédure et voir le fond. Parce que, évidemment que vos propositions sont plus travaillées que les nôtres, peut-être maintenant, et là, on s'est posé plein de questions. Et donc on n'avait pas les réponses, et donc ça a mené à ça. Et non, mais on peut, avec plaisir. Nous, on est un peu plus souvent sur ton avec plaisir, ça serait. Parce que même en termes de. Tout ce qui est procédure, savoir ce qui est nécessaire de mettre, ce qui n'est pas nécessaire, même aussi être dans une optique où le but c'est que ce soit voté, éviter les réticences de tous les moments du vote par exemple. Bien sûr, plus on arrive à être transpartisan dans le texte, et je pense qu'on peut atteindre, on va dire, un niveau d'acceptabilité pour toutes les sensibilités de tous les groupes, mais effectivement, ça demande un peu de prudence pour éviter qu'il y ait, on va dire, un déséquilibrage quelconque. Absolument. En tout cas, moi, cette phrase que vient de m'inspirer nos échanges, c'est ceux qui ont peur du peuple sont ceux dont le peuple a raison d'avoir peur. C'est une bonne phrase de conclusion. Du coup, vous avez filmé, je ne sais pas ce que vous en faites, mais si jamais vous voulez nous envoyer la vidéo, nous on l'envoie dans nos petits réseaux, ils seront contents de suivre aussi ce qui se passe et ce que vous dites. Voilà. Bon, en tout cas, ça nous a fait très plaisir que vous accordiez votre temps depuis loin. Loin, entre guillemets, mais voilà, parce qu'on a vraiment fait un chantier sur lequel il faut investir de l'énergie, de la pédagogie avec nos collègues, et puis voilà, c'est un sujet riche. Et juste pour faire des liens, je suis désolée si je parle ramener ça, les Pays-Bas vont en parler et la Belgique risque d'en parler très prochainement aussi, en tout cas, citoyenne en matière constitutionnelle. Je dois dire que c'est quelque chose qui est venu au début, les discussions, notamment avec les élus locaux, on va commencer comme ça, étaient quand même très, je constate une amélioration
Alors peut-être c'est nous, hein. Mais de manière générale, la qualité de la discussion sur ce sujet... oui, on acquiert aussi des compétences et comment dire... oui, des compétences en discutant ensemble, parce que c'est quand même un sujet qui est complexe. Il est d'apparence simple, mais il pose des questions profondes, des pièges et puis des opportunités qu'on ne voit pas forcément non plus...